Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 5 juin, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Monaco 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité de m'entendre en compagnie d'un de nos collaborateurs, mettre la table pour ce week-end de course et vous fournir le plus d'informations possible pour que vous puissiez en profiter pleinement. Et on commence maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur. Eh bien non, ce n'est pas la voix que vous êtes habitué d'entendre depuis plusieurs vendredis. François Goulet nous a délaissés parce qu'il avait il avait des engagements corporatifs, donc on n'en va pas lui en vouloir, hein, c'est correct, un beau vendredi comme ça, mais les auditeurs ne seront pas déçus parce que la voix que vous allez entendre est très familière. J'ai eu énormément de messages au cours des derniers mois, de la dernière année. Les gens me demandaient, ben, il est où? On serait fun de le réentendre, on l'aime beaucoup, il est comique. Eh bien, c'est nul autre que le champion de F2000, le dernier à avoir triomphé en F1600 sur le circuit, Gilles Villeneuve, en direct de l'Italie. Jean-Christophe Trahan, re-bienvenue au F1 Podcast. Bienvenue à la maison. Ben, gros merci, ça fait vraiment plaisir. Ça fait un petit bout quand même, je réalise pas à quel point ça va vite depuis la dernière fois que on Oui. a pu discuter ensemble, mais comme si c'était jamais parti. C'est vraiment cool. Puis ça fait plaisir de reprendre une belle habitude comme ça avec vous. Donc, rebonjour à tous les spectateurs aussi. Merci pour le bon message, très apprécié. Ben oui, oui, oui. Écoute, on avait beaucoup de messages. Les gens nous demandaient JC, il est où? JC, il est où? T'es en Italie, Jean-Christophe. T'es là pour tes études. T'es là aussi. Ben, ta carrière, on peut dire que elle est pas. On peut pas dire qu'elle est en suspens, mais elle est en pause, bien sûr, parce que les études, c'est important. Hein, on le dit à tous les grands athlètes. Il faut quand même que tu t'assures ton futur. Puis ça fait les gens bien éduqués, bien intelligents. Ça a fait des bons pilotes aussi. On l'a vu par le passé. Donc, moi, je trouve pas que tu fais des pas en arrière. Je trouve que tu continues de faire des pas en avant. Puis, je vois beaucoup de photos passées, de vidéos. T'es quasiment, j'ai envie de dire, dans le temple de la course automobile en Italie. J'ai vu des vidéos des Ferrari. J'ai vu des voitures de Gilles Villeneuve que tu es allé visiter. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe là, pour toi dans les derniers mois, là. Ça va extrêmement, extrêmement bien. Là. En ce moment, je suis en pleine session d'examen, donc je suis en train de finir ma première année. Donc, je suis retourné à l'école et pour faire une longue histoire courte. Dans le fond, c'était pas, comme tu l'as bien dit, c'était pas parce que j'étais euh, en train de faire un pas en arrière ou peu importe, c'est juste parce que je voyais vraiment que c'était une meilleure manière pour me compléter, puis d'aller faire de quoi, puis d'avoir complètement le contrôle sur qu'est-ce que je faisais, alors que quand on est en course automobile, puis qu'on n'a pas un futur assuré avec, disons, des ressources infinies, ben, je voyais ça quelque chose que je pouvais faire concrètement en ce moment, puis avoir le contrôle dessus. Donc, c'est exactement ce que je fais. Puis, comme tu l'as bien dit, c'est pas parce que je fais ça que tu sais, je suis plus dans le domaine de la course. Je suis quand même toujours très intéressé. C'est toujours quelque chose que je regarde pour mon futur court moyen terme. C'est juste que là, comme tu as dit encore, c'était pour vraiment aller chercher maximiser toutes les facettes que j'avais le contrôle. Donc, je suis ici en design de transport automobile à Encore. l'Institut d'art et de design appliqué de Turin, qui est une merveilleuse, merveilleuse ville que j'aime tant. Et comme vous avez vu aussi, si vous êtes allé sur mon profil, ben, il y a le Musée national de l'automobile à Turin. Donc, il y a des expositions assez folles, des trucs on est vraiment juste chanceux d'avoir. Puis moi, je suis chanceux de juste être dans la même ville où est-ce que ça existe. Donc, tout ça pour dire que je me plais très bien. Donc, puis je vais très bien aussi pour les spectateurs qui m'ont pas entendu pendant longtemps. Ben oui. Ça va toujours bien. Donc, puis là, on reprend une bonne habitude. Fait que je suis revenu faire un petit vendredi bien relax avec Marty. Puis là, je veux pas vendre la mèche, je veux pas te mettre dans une mauvaise position, mais je vais le faire de mon propre chef. Les commanditaires, là, des gens qui ont de l'argent au Québec, puis qui aimeraient voir un Québécois de plus sur la piste à Trois-Rivières, j'ai commencé à tenter le terrain avec Jean-Christophe. Il m'a pas dit un oui catégorique, mais j'ai l'impression que
ça prendrait que des bons commanditaires, quelqu'un qui veut croire en lui, que Jean-Christophe pourrait être en piste à Trois-Rivières. Je vois-tu trop loin en disant ça, JC? Ben, il n'y a rien de fou là-dedans, c'est tout dans le rayon du possible parce Ouais. que je retourne au Québec pour travailler justement cet été. Faut bien que ça se paye, ces études-là. Donc, Ben oui. je retourne dans mon patelin, puis je vais renouer avec les emplois que je faisais l'année passée et les autres années auparavant. Ce qui veut dire que je vais être dans les parages pour le Grand Prix. Et c'est comme j'ai fait l'année passée, c'était un one-off avec un super formidable ami et commanditaire. Donc, tu sais, Tu peux le nommer, il y a, hein? Tu peux il le y a nommer. toujours la Ouais. possibilité. C'est les événements Aqualux Aqualux, OK? et avec Marc-André Beauchamp, qui est devenu une très belle connaissance due au fait que ouais, il fait partie de la famille aussi, pratiquement. Donc, ça, c'était une belle expérience l'année passée. C'était à cause de eux et aussi de la famille d'Aqualux. Donc, toujours, toujours reconnaissant de les avoir Ton dans ma entourage. famille étendue, Ouais. dans mon entourage. Donc, on peut toujours prendre de l'aide aussi, mais je dois toujours dire un gros merci à Aqualux qui m'aide et qui continue à me supporter encore aujourd'hui. Ouais, on envoie le message à Dominique Fugère, qui est le promoteur de l'événement, ou directeur de l'événement, que des Québécois en piste, on n'en a jamais trop à Trois-Rivières. C'est ça qui est le fun, c'est un événement local, c'est l'ADN de ce championnat-là. On se rappelle, hein, je veux pas, c'est Gilles Villeneuve a commencé là-bas, puis c'est une plateforme pour les Québécois. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai découvert la série Radicale l'année dernière grâce à toi. J'ai même eu la possibilité d'essayer une voiture virtuelle, bien sûr, pas en vrai. Personne qui me passerait ça en vrai. J'ai j'ai essayé ça de façon virtuelle, puis je l'ai fait grâce à toi parce que je me suis dit, hey, ça m'intéresse de savoir c'est quoi le sentiment de cette voiture-là. Puis c'est vraiment le fun à conduire. C'est une des belles séries. Je comprends pas qu'on n'en voit pas plus. Puis je sais que c'est pas évident pour les droits de télé, là, les gens qui veulent s'impliquer dans le sport automobile, mais je trouve que c'est quelque chose qui se vendrait super bien à la TV les dimanches matins ou quoi que ce soit. Ou, voilà. Les mardis soirs, peu importe le comment, les plages horaires. Mais la Radicale, je trouve que c'est une belle plateforme qui pourrait bien se vendre ici au Québec. Ça fait des bonnes courses, c'est très compétitif, c'est des belles voitures en plus. Excellente course. Ouais, 100%. 100%. c'est C'est ça. vraiment une belle série qui mérite de foisonner encore plus et d'avoir plus d'attention. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie, de ressources qui sont mises en ce moment, puis ça serait cool de les étendre justement à plus de droits télé ou plus de médias en général Ben oui, parce autour que de la série, plus de buzz. le reste du Canada a la série Radicale Canada. On sait que c'est des voitures britanniques, mais on en voit de plus en plus ici. Donc, ça serait le fun que le Québec embarque là-dedans, puis qu'on puisse faire de quoi à la télévision. Puis d'avoir justement des pilotes comme toi. Tagani qui s'était prêté au jeu aussi. Alex Tagani l'année dernière. Il y avait des pilotes qui étaient déjà dans la série aussi. Mais si tu commences à rendre ça un peu plus gros, c'est certain que les noms vont venir. Hein. On va prendre une vieille phrase du film de baseball là, qui disait si tu le construis, ils vont venir. Ben, si tu bâtis la plateforme, Field ben, of Dreams, ben oui. ouais, les bons pilotes vont se rendre, donc ça serait intéressant. En tout cas, j'ai mis la table, tu m'as aidé à la mettre. Si les gens ont entendu ben, que le message, puis moi je trouverais ça le fun même de te voir en NASCAR. Là. Peu importe la voiture, là, j'embarquerais, je trouverais ça super intéressant de te voir. Puis je sais, JC, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé au podcast, on a la chance d'échanger de temps en temps, on s'appelle, puis je prends tes nouvelles, puis tu prends des miennes, tu prends des nouvelles du Exact. podcast, de la gang, puis tout ça. Mais je te dirais aussi que partout où je vais avec des événements qui sont par rapport au F1 Podcast, j'ai été au lancement de la série Devenir pilote. J'ai croisé Bertrand Godin. La première chose qu'il m'a parlé, c'est de Jean-Christophe Trahan. J'étais au circuit Gilles Villeneuve, bien sûr, pour la Formule 1. Les gens qui m'ont rencontré, qui ont rapport à la course automobile, me glissent un mot sur JC. Fait que je voulais quand même te passer le message, si jamais les oreilles te cillent des fois quand j'étais en Italie, puis je suis peut-être C'est parce que tu responsable. parles de moi. C'est Exact. ça, mais c'est toujours en bien. Hein. Les gens sont toujours contents d'avoir de tes nouvelles, de me parler de ton père, Stéphane, bien sûr, et de toi. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la raison première pourquoi qu'on est ici aujourd'hui. Ben, c'est de reparler de Formule 1. Je sais que ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé, mais tu as suivi ça de ton bord. Il y a les actualités, il y a plein de choses à discuter. Mais avant qu'on se lance là-dedans, je suis persuadé que les gens veulent savoir comment tu trouves les nouvelles réglementations. Parce que ça a monopolisé pas mal tous les sujets, que ce soit le 60-40, le 50-50. Mais si on se lance vraiment à la base depuis le début de la saison, si on parle, ben quand on va sauter Australie puis tout ce qu'on a vu, mais vraiment ce que tu as vu à Montréal puis Miami, parce que là, on a vraiment fait une version corrigée. On a rajouté des épices à la sauce pour mettre un petit peu plus de goût, plaire un peu à tout le monde là-dedans. C'est pas encore parfait pour les pilotes, c'est pas encore parfait pour les téléspectateurs, mais je pense qu'on arrive à quelque chose de pas pire. De ton côté, en tant que pilote, tu vois ça comment, toi, ces nouvelles réglementations-là, d'électrification 50-50, on ne sait plus trop avec le calcul où ce qu'on en est rendu, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, exactement. Ben,
J'ai pas eu une réaction peut-être aussi épidermique que d'autres, mais en général, j'ai aussi partagé beaucoup du sentiment général qui est partagé, je vais pas Mhm. mentir, là, le genre de, surtout en Australie, je pense que c'est là que c'était le plus probant, à quel point il y avait une intervention, puis il y avait ce sentiment-là, évidemment, La vous en avez disparité, parlé, je suis ouais. sûr, Ouais, c'est exact, ça. de long et en large. Mais Ouais. moi, c'est la première fois que j'en parle, donc je me Non, non. gâte, mais en gros, c'est ça, cette disparité-là de charge fréquente qui donnait un effet un petit peu artificiel des fois au dépassement, au sentiment qu'il n'y avait pas autant de poids ou de travail acharné ou sur chaque manœuvre. Donc, évidemment, ça, c'est pas débattable, mais je suis content aussi que la réponse a été rapide, au moins de la FIA, qui ont pas attendu. Ils ont attendu un incident qui était, on dirait, assez alarmant pour que la FIA Ils l'ont mérite échappé de. belle, on va se le dire, là. Ils l'ont Oh, échappé belle, oui, ouais. Ouais. Berman oui. Donc, sur Colapinto, là, au Japon. non, c'est assez intense. Donc, Ouais. c'est bien que ce pas un plus gros incident que ça l'était pour demander à la FIA d'intervenir. C'était juste assez gros pour pas qu'ils puissent l'ignorer. Je suis content qu'il y ait une intervention qui était rapide. D'habitude, les FIA sont, c'est peut-être pas dans les années récentes, mais je veux dire, historiquement, c'est une organisation qui est assez rigide et conservatrice. Donc, j'ai apprécié ça, ce changement de mentalité-là aussi. Et j'ai l'impression que le produit qui est livré par la Formule 1 est beaucoup meilleur comme divertissement et aussi pour pas juste la majorité des gens, mais aussi pour des gens qui sont plus intéressés à la Formule 1, qui ne le regardent pas d'un œil pas désintéressé, mais d'une certaine distance, d'un bras de distance. Ouais. Pour les fans aussi, les fans durs de dur. Il y a aussi un produit qui est maintenant intéressant. J'ai juste l'impression que ça va s'améliorer parce qu'ils font constamment que ça avec l'ajustement de la répartition. Là, on s'en va plus vers le 60-40, du 50-50. Euh, et je pense que la preuve, elle était là à Montréal. C'est sûr que le Montréal, c'est un circuit qui se prête à beaucoup de dépassements et qui est, selon George Russell, facile à se À suivre. suivre, ouais. Mais on a eu un super spectacle et la meilleure course de la saison de loin. J'ai l'impression que ça l'a joué quand même en bonne partie avec ça. Donc, ça s'en va vers le mieux. Par principe, c'est sûr que tu m'as demandé la question, toi comme pilote, moi comme pilote, j'aimerais ça aucune intervention d'électronique, mais Ouais. on peut pas. Que ce sera quand les poules auront des dents ou supposément 2031 ou 2032, là. Donc, à voir, mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils ont rajouté le type, ça fait du bien. Mais parlons-en un peu du 60-40 parce que, bien sûr, c'est un sujet qui occupe beaucoup la discussion. Les gens me posent des questions là-dessus. On l'a expliqué à travers nos épisodes aussi, où est-ce qu'on s'en va vers là. Euh, donc, si je comprends, t'es pas, t'es pas en désaccord avec ce qui se passe présentement, mais tu serais dans le camp Verstappen, Leclerc, Hamilton et compagnie de dire c'est correct ce qu'on a, mais on va pas on va pas s'asseoir là-dessus. On a besoin d'envisager en 2027 de corriger ça et d'aller plus vers un 60-40. Comme tu dis, toi, tu veux ton indépendance, donc tu veux ne pas être, tu ne veux pas te soumettre à une batterie, tu veux te soumettre plutôt à du carburant puis à ton moteur thermique. Et c'est le même côté que les pilotes semblent vouloir aller. Par contre, il y a encore des obstacles. On voit que Ferrari ne veut pas aller vers là. C'est probablement du lobbying. On veut avoir quelque chose en retour. Nous autres, on dit qu'on s'en sort bien avec ce qu'on a présentement. Ce qui est assez exceptionnel de voir que on va complètement à l'envers de ce que nos deux pilotes veulent vraiment parce que Ferrari se tient, c'est un des seuls motoristes avec Audi à ne pas vouloir accepter le changement pour l'an prochain. Tant qu'on n'aura pas une super majorité, donc 4 des 5 motoristes qui approuvent, on ne pourra pas aller vers là. Donc, il y a encore des négociations à faire. Audi est intransigeant. Audi ne veut pas faire aucune concession. On a dit on a investi énormément de millions de dollars pour rejoindre la F1. Vous nous avez donné un plan, un concept de ce que vous vouliez. On l'a fait. Nous, on veut rester à l'intérieur de ces règles-là. On ne veut pas rien modifier. C'est un peu drôle parce qu'on vient d'arriver du Audi, puis on veut chez Audi, puis on veut un peu dicter comment le sport va gérer. Mais je comprends aussi
leurs arguments de dire comme nous autres, là, vous changez les règles juste un peu comme si on commence une game de soccer puis on commence à changer les poteaux de place. T'as vu? Je m'adapte vu que tu es en Europe, là, je fais pas des comparaisons de hockey. Ah, Faudrait juste que le hockey, c'est toujours plus important que le soccer, pour moi en tout Il cas. faudrait juste que je m'habitue à dire le foot. Non, mais tu comprends, on change un peu les poteaux au début, une fois que la game est commencée, mais c'est quand même dans la prochaine saison. Donc, si je comprends bien, JC, toi, pour toi, le 60-40, c'est pas c'est une solution, là, puis c'est intransigeant. Faut aller vers là, là. Euh, pour essayer de vraiment répandre toujours cette qualité de course qu'on a eue à Montréal, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre choix. Ouais. C'est sûr qu'ils sont très. Ils peuvent être déçus, Audi, je veux dire. Comme tu as dit, oui, peut-être. C'était pas le genre de plan qu'ils ont eu quand les autres ils ont mis en place leur plan d'aller joindre la F1, mais en bout de ligne, c'est eux qui viennent d'arriver, puis là, ils sont soudainement demandants. Je serais plus du côté de la FIA. Si la FIA décide que pour le bien du sport, c'est ça qui doivent arriver, puis qu'ils doivent faire mal à quelques équipes entre-temps, les équipes ont quand même toutes les ressources pour pouvoir être innovatrices et pouvoir trouver des solutions. Ils sont aussi pris toutes les autres équipes sont prises avec des nouvelles réglementations à suivre aussi. Ils sont toutes parties sur le même pied techniquement, même si Audi n'a pas d'expérience. Je ne crois pas vraiment qu'il y a une valeur à une excuse ou à une demande d'Audi ou des autres équipes qui veulent absolument pas changer pour les prochaines saisons. Ouais, tu penses qu'ils vont réussir à les convaincre? J'écoutais Max Verstappen qui a finalement dit qu'il resterait en F1. Tu as suivi sûrement la saga où à tous les Mm, jours, un journaliste lui mettait un micro en dessous de la bouche puis disait vas-tu rester? Puis là, tu connais Max, il roulera pas la cassette. Il va dire ce qu'il a à dire. Ben, moi, c'est sûr que ça m'intéresse pas. Je vais dans d'autres catégories puis je peux rouler à fond. On sait que son passage au Nürburgring et tout ça. Donc, mais là, il a vraiment dit moi, non, je reste en F1 pas nécessairement en train de signer une prolongation de contrat, mais il a confirmé qu'il serait là l'an prochain. On sait qu'à contractuel, il aurait pu s'en sortir et s'en aller. Mais finalement, il va rester. Sauf que ce qui a vraiment résonné dans mes oreilles, c'est quand il a dit si tout le monde garde sa parole. Donc, il y a quelqu'un qui a fait des mm, promesses à Max Verstappen. On ne sait pas c'est qui. exact. On ne sait pas qui. Est-ce que c'est Laurent Mekies qui a dit inquiète-toi pas, Max, on va se battre on va voter pour le 60-40? Est-ce que c'est juste ça la promesse quand il dit tout le monde tient sa parole? Mais moi, je dirais pas tout le monde tient sa parole si c'était qu'une seule personne. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions probablement avec la FIA, probablement avec Stefano Domenicali, qui est président de la Formule 1. Mais ça, je trouve ça quand même étrange qu'on s'est avancé à aller. Ben, je trouve pas ça étrange qu'on veut rassurer nos athlètes, le visage de notre sport, puis que même je trouve qu'on aurait dû faire ça avant de rentrer dans la nouvelle réglementation, de communiquer un peu avec les ambassadeurs, sans leur donner des droits, des pouvoirs décisionnels, mais avoir un peu de consultation, comme je le fais présentement avec toi, à parler à un pilote, puis savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le pouls, puis comprendre où toi tu vas aller, sans tout te donner, mais au moins comprendre qu'est-ce que toi tu as besoin, qu'est-ce que toi t'aimes, puis essayer de composer avec ça. Ça, on ne l'a pas fait, puis là, on est un peu en Mm. rattrapage. Mais là, qu'il y a eu des promesses faites à Verstappen, ou que du moins Verstappen a perçu qu'on lui avait des promesses, ça, j'ai trouvé ça un peu spécial. De ton côté, tu trouves-tu qu'on s'est aventuré un peu plus loin, un peu trop loin, surtout si on n'a pas réussi à convaincre encore 4 des 5 motoristes que ça serait une bonne idée d'aller vers là? Exact. Il y a quelque chose, s'il y a des grandes nouvelles qui arrivent et qui seraient supposément des promesses brisées à Max Verstappen qui s'est fait dire par supposément un groupe de personnes, parce que comme tu as dit, c'était pas une personne qui avait des promesses, c'est they, Mhm. donc impliquant plus qu'une personne. Max, c'est un peu le genre aussi à s'il se fait briser, c'est un accord qu'il y a eu, je pense pas qu'il, avec, encore une fois, sans son contrat renouvelé, je pense pas qu'il il prendrait trop de temps à y penser. Non, Je le verrais très facilement aller dans une série internationale après ça ou juste prendre une sabbatique puis juste faire comme bon, c'est correct. Il a souvent dit qu'il était en paix avec sa carrière en Formule 1, qu'il a fait bien plus qu'il aurait tous pu vouloir accomplir. Donc, ça serait le genre à. L'expression en anglais, c'est talk the talk, you need to walk the walk. ouais, Max ouais. Verstappen, c'est le genre de personne à marcher et Il parle pas l'expression pour se rien traduit pas, dire. mais Il parle pas pour parle rien pas pour dire. rien dire Ah. et brise pas. C'est quelqu'un qui a sa parole d'être supposément très près de son cœur. Donc, ouais, je serais pas surpris de le voir le faire étant donné la situation, là.
Une autre chose que je trouve intéressante des nouvelles voitures, puis j'ai hâte de voir ton avis là-dessus, puis on l'a vu beaucoup aujourd'hui à Monaco, on en reviendra plus tard aussi sur cette journée-là de vendredi, c'est le fait qu'on a diminué beaucoup l'aéro sur les voitures. Puis on le voit, avant une voiture de F1, on essayait de la garder la plus stable possible. C'est encore la mission. On veut pas. On veut ménager les pneus, on veut travailler dans la bonne direction, on ne veut pas donner des charges de côté sur les pneus, on veut vraiment les user de la bonne façon pour les faire perdurer. Sauf que on voit que depuis qu'on a enlevé énormément d'aéro, les voitures bougent. On a beaucoup de mouvement sur l'arrière-train. Les pilotes Mm. travaillent beaucoup avec le volant. On a ramené beaucoup d'aptitude des pilotes à avoir justement composé avec ça, faire glisser les voitures. Et puis là, la FIA s'en va dans le sens de on veut retravailler un peu l'aéro pour l'an prochain parce qu'on trouve qu'on commence déjà des développements trop rapides. Là. On voit qu'on réussit du côté des écuries à ajouter beaucoup d'appui. On pense que ça se passe un peu trop rapidement. Donc la FIA a déjà préparé qu'en 2027, on va essayer encore un peu d'alléger ça pour essayer de garder une tendance où ce que justement on n'arrive pas avec des voitures comme qu'on a vu dans les années 2010 où on Mm. ne peut plus suivre parce qu'on a tellement de dispositifs aérodynamiques pour avoir de l'appui que ça vient faire de la turbulence à l'arrière puis ça vient empêcher les pilotes de se suivre. Ce côté-là, toi, tu les as sûrement vus, là, les voitures glisser sur les Mm. vibreurs Mm. puis tout Mm. ça. Kimi Antonelli, entre autres, on dirait quasiment qui va chercher son passage son expérience en karting qui fait travailler la voiture avec l'arrière, fait glisser. Aimes-tu ça, toi, ou c'est quelque chose qui te dérangerait un peu plus? Tu trouves qu'on a enlevé un peu trop de stabilité à ces voitures-là? Non, en fait, c'est un des points positifs, tu fais bien de le mentionner parce que je l'avais remarqué beaucoup de fois, c'est comment les voitures sont beaucoup plus, se dérobent beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup moins aussi d'un grand avantage à garder la voiture super plantée à travers les virages, comme ce l'était le cas dans les dernières années de l'ancienne réglementation, parce que il fallait absolument jamais avoir aucun angle de glissement sur les pneus avant ou arrière. Il fallait absolument garder la voiture à 99,9% d'adhérence tout le temps. Tandis que là, les pilotes peuvent travailler un peu plus. C'est un peu plus cow-boy. Donc, beaucoup plus de talent naturel qui, pour certains pilotes, on va passer évidemment, comme tu as dit, à Kimi, qui exploite beaucoup et qui, comment dire, ne me donne pas l'impression qu'il perd du temps à travailler la voiture comme il le fait. Il y a beaucoup plus de mouvement, mais c'est aussi avantageux parce que tu peux aller chercher de l'angle en moins de temps s'il est capable de vraiment bien le gérer et de ne pas aller dans en surglissement où est-ce que là, tu es en train de perdre du temps. Si tu fais juste aller trouver un petit angle intéressant qui, au visuel, la voiture semble vraiment décrocher, alors que c'est juste pour la faire travailler, la faire pivoter dans vraiment un court laps de temps. Et ça, pour, en tout cas, un œil entraîné, quelqu'un qui regarde plus ça attentivement, quelqu'un comme moi, c'est beaucoup plus intéressant. On voit beaucoup plus qu'est-ce que le pilote fait, qu'est-ce que la voiture, comment elle travaille. Et pour être un nerd comme moi, c'est vraiment cool à regarder. Ouais, hein? Ouais, c'est sûr que ça donne des belles images. Puis on voit, comme tu dis, ça a l'air moins les L'esprit voitures. du pilote ressort beaucoup plus. Ouais, tu sais, l'expression, on dit la voiture semble sur des rails, on l'entendait beaucoup dans les dernières années. Puis ça, Uh-huh. j'ai toujours trouvé ça plate. Je comprends l'expression, puis même moi, je l'ai peut-être déjà utilisé, mais je trouve que ça enlève un peu, euh, ça enlève un peu le travail que vous faites à l'intérieur d'une voiture de dire, ah, ben, il a l'air sur des rails comme si n'importe qui pourrait conduire ça. C'est une voiture téléguidée ou c'est le petit train dans le Mm. centre commercial là, qui fait juste suivre. Là, c'est pas ça. Exact. Bon, on s'entend que c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je trouve ça quand même intéressant, mais je voulais savoir comment un pilote réagissait à ça, de dire ah, on t'enlève beaucoup d'appui aérodynamique. C'est sûr, les pilotes, au début, t'es pas content, mais on commence à le voir. Puis moi, ce que je trouve le plus phénoménal de tout ça, c'est que quand tu regardes les voitures se promener, tu te dirais ah, ils vont passer à travers leurs pneus. Mais non, les stratégies à un arrêt, c'est juste ça qu'on a eu depuis le début de l'année. Ils sont capables de faire Exact. durer les pneus plus qu'avant, malgré que les voitures se promènent, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une charge, un appui aérodynamique vient mettre un stress, vient mettre une charge sur les pneus. Donc, ça aussi, ça correspond à l'usure. Lorsqu'on en enlève un peu, même si on les promène de gauche à droite, ben, on n'a pas ce poids-là qui est constant sur la Mm. voiture aussi. Donc, je pense qu'on a trouvé un bon mariage entre Pirelli et les manufacturiers pour justement avoir des gommes qui durent. Je te dirais que je parle un peu des deux côtés de la bouche, parce que j'aimerais ça qu'on retourne à des stratégies plus élaborées, puis plus complexes, puis des stratégies différentes pour chaque écurie, que tu les vois quasiment tous partir en médium au début de la course, puis finalement changer pour les durs, puis aller jusqu'à la fin. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais j'imagine que encore là, ça fait partie de la recette. On va trouver quelque chose chez Pirelli pour peut-être retravailler ça un peu. Mais le fait que les voitures sont un peu moins stables, ça n'a pas joué nécessairement là-dessus. Je suis content de t'avoir à l'épisode aujourd'hui pour plein de raisons.
les conversations qu'on vient d'avoir. Mais aussi, je trouvais que ça tombait bien. La prolongation de contrat à Charles Leclerc. Je sais que c'est un pilote que tu apprécies bien. Je sais que Mm, sans être complètement biaisé, tu es capable d'être neutre, mais tu as un petit côté de ton cœur qui est rouge avec un cheval dessus. Tu es un peu Ferrari. certain. T'es un peu Ferrari. Donc, de voir Charles Leclerc avec son nom en italien que tu aimais, utiliser ici au podcast, comment on appelle ça, la relève? Son surnom, Il Predestinato. El Predestino. C'est El, whatever. Ce que tu as dit, El Predestino. Mais en tout cas, C'est le prédestiné, en fait. le C'est littéralement ce que ça veut dire. prédestiné, qui vient de renouveler son contrat jusqu'à 2027 avec une année d'option. On parle d'un salaire aux alentours de 50 millions de dollars, ce qu'on avance, 50 millions d'euros par année. Es-tu content de voir Charles demeurer chez Ferrari? Ou tu trouves qu'il serait mieux d'aller ailleurs? Tu sais, c'est comme partagé. Il y a des gens qui sont contents de le voir là, des gens qui voulaient le voir ailleurs, des gens qui pensent qu'il n'est pas une solution pour Ferrari. Moi, je ne vois pas là-dedans pantoute. Je pense que c'est un gars qui donne, Non plus. donne tout, donne tout à chaque course. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut donner de plus à l'écurie. C'est Il fait... oui. plus Ferrari qui devrait y en donner plus. Tu sais, moi, ce que je te dis, ma perception, c'est que j'aurais mal vu Ferrari laisser tomber Charles, mais j'aurais compris que Charles les laisse tomber, mais en même temps, c'est tellement parti de son ADN, il veut gagner, il veut. Exact. Fait que je trouve Ben ça oui. beau, cette espèce de loyauté-là des deux parties. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le sport, là. Exact. C'est sûr que c'est beau à voir et qu'il y a toujours cette belle connexion-là, malgré les temps difficiles, parce que quelqu'un de la trempe de Charles Leclerc, au nombre de Grands Prix qu'il a déjà fait, ne serait pas supposé avoir seulement 16 victoires. Ou combien qu'il en a 9? 7, 8, je pense. Parce qu'il y a C'est 27 pôles. Ça, c'est incroyable, là. c'est 27 ça, pôles. exact. C'est son ratio de pôle aussi à des victoires. J'ai juste, même si c'est pas, je pense que Jean Alesi, c'est moins pire, mais j'aimerais juste pas que ça devienne comme un genre de Jean Alesi qui perdure dans les mauvaises années d'une écurie au profit de sa carrière et là, quand il se trouve dans une autre équipe, il est rendu comme moins intéressant. Ouais. Donc, évidemment, je suis légèrement biaisé avec Ferrari. J'aimerais toujours voir Ferrari va mieux. Selon moi, le sport va mieux quand Ferrari va mieux. Pas pendant 58, mais on se comprend. Ouais, ouais, je Une fois comprends. de temps en temps, ça serait cool, un Ben, championnat de comme constructeurs ou de. On voulait McLaren à Ouais, l'avant, on veut Williams à l'avant, on veut ces grandes écuries-là qui se battent pour gagner. C'est sûr que c'est ça. Ferrari qui roule à l'arrière, ça fait pas de bien à personne. C'est ça. Mais et puis de voir quelqu'un de la trempe de Charles Leclerc qui. Tu sais, un peu comme Jean Alesi, un peu comme Gilles Villeneuve, qui ont eu des carrières et des statistiques pas à la hauteur de leur talent et d'un talent perçu. Donc, avec ce nouveau contrat-là qui est supposément à perpétuité. J'espère juste que ça ne sera pas un signe de complaisance de la part de Ferrari, ou est-ce ils l'ont un peu ils ont le champ dans leur poche arrière et Ouais. ça ne préoccupe pas trop de, tu sais, de donner une voiture digne de ce nom tout au long d'une saison prochainement. Donc, ça, c'est mon seul petit hic, mais sinon, évidemment, ça me fait plaisir de voir. Selon moi, c'est comme c'est rendu inné. Il a fait seulement une autre saison dans une autre écurie. Oui. C'est vraiment le pilote Ferrari. C'est 8 victoires en passant, je viens de confirmer, là. C'est ce que C'est j'avais en tête. 8. 8 en 27 pôles. C'est un pourcentage de 4,55 victoires en carrière. Mais il était malchanceux. Mais moi, écoute, on pourrait en parler longtemps de Charles, puis je sais que les gens, Mm, nos auditeurs, voudraient se mêler à la conversation, puis tout le monde aurait probablement des bonnes opinions à dire sur lui. Moi, ce que j'aime, je vais le dire purement du côté amateur et spectacle, ce gars-là donne un show à chaque week-end. À Montréal exact. pendant les qualifs, à Monaco, on l'a vu aujourd'hui, frôle les murs. On va le voir plus tard dans l'année si on réussit à aller à Bakou en Azerbaïdjan. C'est impressionnant. Le premier tour, le vendredi, la piste est pas propre pour la course. Il n'y a pas d'adhérence, il n'y a rien. Puis il frôle les murs, il frôle les clôtures. Il s'est brûlé souvent. Certains diront, ben, il a foncé dans le mur souvent à Azerbaïdjan, oui. Mais Mm, côté amateur, c'est comme Verstappen. Le monde le trouve trop agressif. Mais moi, je veux pas voir des gars conservateurs quand j'écoute de la course. C'est correct qu'il y en ça. ait. C'est correct qu'il y en ait des styles différents, mais moi, je veux voir des Jean-Christophe Trahan qui frôlent les murs, qui ont le couteau entre les Mm, dents, qui n'ont pas conduit depuis une couple de mois, qui embarquent dans la voiture, puis c'est comme s'ils n'avaient rien perdu, puis ils veulent se battre, puis ils se battent contre les chronos. Moi, c'est ce que je veux voir. Puis Charles Leclerc, il n'y a personne qui pourrait venir ici me dire ah, Charles, c'est pas un gars qui veut gagner, c'est pas un compétiteur, c'est pas un gars qui prend des risques, c'est pas un gars téméraire, c'est pas un gars courageux. Il n'y a rien de ce que je viens de dire là qui colle à la personnalité de Charles Leclerc. Puis en plus, c'est un mm. bon gars. C'est un gars qui se vend bien aussi. Moi, je pense que Ferrari a très, très bien fait de prolonger ça. Oui, on dépense plus de 100 millions de dollars à deux pilotes, mais on est Ferrari, on fait des voitures électriques bleues.
puis on s'en fout de ce que le monde pense. Je sais pas si t'attrapes. C'est ça. Ben, c'est sûr que je l'ai attrapé. Ah, C'était comme, je t'es sais en pas Italie, comment toi, en dire. plus. C'était Ferrari dans une université italienne. Ce jour-là, quand ils ont sorti le design, je pense que le monde a arrêté. Les gens ne parlaient que de ça dans l'école. Surtout que Oui, ça design automobile, c'est littéralement ce que j'étudie pour faire. Donc, mais tu inquiète-toi ris. pas qu'on en a parlé pendant de long Oui, et puis en t'es large. exactement là. Donc, le scandale, il part, il est encore plus pris par les Italiens. Mais Ouais. c'est de là que je me suis demandé, oui, on est à Monaco, OK, que la nouvelle de la prolongation du contrat à Charles, c'était pas un peu pour éteindre ça. Je sais que c'est deux divisions complètement séparées, mais au bout de la ligne, c'est de l'automobile. Tu sais, parce que depuis quelques jours, les seules nouvelles que je voyais passer sur Ferrari, c'était cette affreuse voiture bleue-là, puis qui ont sorti, là, pour les gens qui ne savent pas, c'est une voiture électrique là, qui vont sortir, je sais pas quand, mais on s'en fout parce qu'elle est pas belle. Puis, en tout cas, moi, je la trouve pas belle. Puis je pense pas que je suis le seul. Puis Leclerc, Inquiète-toi pas. puis là, on a sorti la nouvelle de Charles Leclerc, fait que c'est venu un peu éteindre ça. On parle juste de Charles, on parle plus de la voiture bleue. Je sais pas si c'était vraiment ça, mais en tout cas, ça pour dire que c'est une bonne nouvelle puis un peu de stabilité pour les rouges. La duo, JC, je sais que on en a parlé un peu au podcast. Je vois à travers les branches, les gens suivent ça. C'est l'aide pour les motoristes qui sont en difficulté. Quand on parle de motoristes en difficulté, on a Honda qui nous vient en tête. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'on a fait les études après le Grand Prix du Canada. On évalue les performances sur le moteur thermique seulement, puis on crée une échelle de performance. Donc on va dire, admettons, je pense pas me tromper, que Mercedes est au-dessus de la liste. Puis là, après ça, tous les écuries qui sont à 2% ou plus d'écart en frais de performance ben, vont se voir donner de l'aide par la FIA, que ce soit par des améliorations qu'ils vont pouvoir ajouter à leur moteur et des allègements sur le plafond budgétaire pour développer, justement pour empêcher qu'on arrive avec une disparité de performance comme on a eu au début de l'ère hybride. J'ai pas de nouvelles à vous donner sur la duo. Ils l'ont pas donné le résultat. À tous les jours, depuis jeudi, mercredi, je rafraîchis mon téléphone, je regarde ça, je suis en train de virer fou sur la duo. C'est juste ça que je regarde, il y a rien, ils sortent pas les résultats. Fait que, aussitôt qu'on va les avoir, on va vous en faire part. Suivez nos réseaux sociaux ou peut-être le podcast de lundi. D'ici là, on devrait avoir eu des nouvelles parce que on est là, on est dans la fenêtre. Les tests ont été concoctés, donc il reste juste à donner le résultat de tout ça. Je sais pas pourquoi on les a pas encore. Il me semble que ça ne doit pas être si complexe, mais encore là. Je ne suis pas dans les souliers de la FIA, mais c'est imminent, là. On devrait les avoir bientôt. Si ce n'est pas au cours du week-end, mais ça sera cette semaine. Mais on va être capable de voir une certaine hiérarchie de qui a le mieux fait dans les performances moteurs. Quand on parle de mieux faire, Williams, on peut certainement s'améliorer depuis le début de la saison. J'imagine que c'est parmi tes déceptions, mais il y a des bonnes nouvelles pour l'écurie Williams. Moi, si tu tenté tes déceptions, JC Williams? Oui, j'ai toujours Ouais. l'impression qu'ils sont en train de remonter la pente. Ça, tu sais, Ouais. puis là, après ça, wow, là, ça retombe. Puis là, c'est une saison à l'autre. Puis, ils n'ont jamais eu d'amélioration soutenue et maintenue comme équipe. Donc, Mais on oui, est c'est juste, désorganisé. exactement. On est Euh, désorganisé. Je regardais, tu sais, James Valls, j'encense constamment l'homme parce que je trouve que c'est un bon communicateur. Il donne sur les réseaux sociaux après chaque course. Il se défile pas. Il va parler à son public, il va dire ce qui s'est passé dans la fin de semaine, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Sauf qu'il a besoin d'aide, le bon vieux James Valls. Puis je trouve que il l'a bien fait. Il est allé chercher un gars, OK, qui s'appelle, la prononciation du nom, je suis pas trop sûr, là, mais c'est Pierce Tyne ou Pierce Tierney ou whatever. Mais lui, disons. mais lui, ce gars-là, on le connaît moins. Mais la raison pourquoi que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, puis ça fait quelques semaines que ça a été fait de ça, mais j'ai jamais eu le temps de le placer, c'est que lui, pendant 20 ans de temps, il était en charge des opérations chez McLaren. Donc, de gérer l'usine, les productions, avoir des échéances, avoir des pièces de rechange. On se rappelle, hein, ça avait été un gros problème pour Williams il y a quelques années. On n'avait pas de châssis de rechange. On était obligé de prendre celui de Sargent puis le donner à Albon. C'était pas une grande perte d'enlever Sargent de la course, mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement en Formule 1. Donc là, on Ou d'une a équipe qui mène le peloton. Là, ben, non, c'est ça, une équipe de premier plan. Puis, tu sais, je te dirais que même les équipes d'arrière-plan, des histoires de manquer des châssis, on voit de moins en moins ça dans la F1 plus actuelle, tu sais. Mais là, eux autres, on a des problèmes d'échéance, on fait des pièces. On se rappelle aussi qu'il y a eu un plancher à un moment donné, flambant neuf, qu'on venait de livrer Evolution, trop large, on se fait disqualifier, on n'avait pas pris les bonnes mesures. Donc là, ce gars-là, lui, il va être à l'entrepôt, à l'usine, puis lui, il va s'occuper de gérer ça, gérer justement les échéances, qu'on ait des bonnes pièces, des bons temps, que ça soit bien organisé. Donc ça, je trouve que c'est un peu en arrière-scène, mais ces gens-là font un travail qui est primordial au succès en piste. Donc c'est très, très le fun de voir qu'on s'est amélioré
de ce côté-là. On a aussi été chercher une ex-employée de Mercedes qui va s'occuper, qui va être responsable du développement aérodynamique en Claire Simpson. On a été aussi chercher Fred Judge, qui est aussi un ex de chez Mercedes, qui était là pendant 17 ans. Lui, c'est un gars qui a travaillé beaucoup du côté moteur. Donc, lui, il va être responsable de l'optimisation des performances. Ça tombe bien, on a un moteur Mercedes du côté de Williams. Donc, lui, il va aider un peu qu'est-ce que... un peu comme Bob Marshall fait chez McLaren. Mais en tout cas, dans ces mêmes veines-là, quelqu'un qui va être là vraiment pour l'intégration, parce qu'on sait, on ne fabrique pas le moteur du côté de Williams. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît bien ça, puis qui d'autre qu'un gars, ça fait 17 ans qu'il est construit ces moteurs-là à l'usine Mercedes. Et Steve Booth, ben, un ex de chez Alpine, lui va être responsable de l'ingénierie des véhicules. Donc, on a quand même fait des belles acquisitions, des gens d'expérience, puis on continue de s'améliorer. Donc, qui ont besoin d'amélioration, c'est Cadillac. Cadillac s'est payé un simulateur à la fine pointe de la technologie. Donc, on imite justement ce que Aston Martin a fait, McLaren a fait. Donc, c'est un pas à l'avant que Cadillac monte, puis on continue de réaffirmer nos intentions d'être performants et de vouloir rester en F1 parce que c'est des gros investissements. Tu sais, hein, ces gros simulateurs-là, on aimerait tout ça en avoir un chez nous, sauf qu'ils ne rentrent pas dans la maison tellement que c'est gros, leur simulateur, eux autres. C'est gros comme la maison. C'est ça, exact. C'est une pièce. C'est une maison, Exact. comme tu dis, c'est ça. Exact. On pourrait pas en avoir un, mais on aimerait tout ça avoir la chance d'y aller dedans. Mais Cadillac qui continue de faire c'est ça, des investissements pour prouver qu'on veut être sérieux en F1. Et il y a eu beaucoup de rumeurs entourant Valtteri Bottas comme quoi il serait remplacé. Ça a été démenti. Il a utilisé il dit que c'était pas vrai, il n'y a rien là-dessus. On est venu à sa défense. Moi aussi, j'aurais trouvé ça un petit peu tôt là, pour remplacer nos pilotes vétérans. Qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent grand-chose de toute façon. On leur donne une voiture qui ne fonctionne pas vraiment. On a pris deux gars Ouais. qui étaient pas dans des grands passages dans leur carrière en F1 en Perez et Bottas et de les laisser tomber après 6-5 Grands Prix. J'aurais trouvé que c'est un peu exagéré, surtout qu'on n'a pas vraiment de remplaçant. Il n'y a personne. C'est pas comme si on pouvait mettre quelqu'un dans la voiture qui va décider qui va tout d'un coup l'emmener en Q3. Là. Tu sais, c'est pas, on va Non, faire. exact. Il y a rien à faire vraiment. Tu as deux gars avec un énorme bagage d'expérience à des équipes de niveau top. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, c'est ça. Base-toi sur eux autres, sur leur expérience, puis continue de développer puis de bâtir. Du côté de Ocon, les rumeurs qu'il frappe, par exemple, puis qu'on nomme tout plein de pilotes japonais qui pourraient le remplacer. Ben, si j'ai comme l'impression qu'avec Toyota, ça pourrait faire. Là, il y a Yuki Tsunoda qui est rendu dans les rumeurs, mais Yuki Tsunoda, ça a été un pilote Honda depuis longtemps. D'aller pour Toyota, est-ce que ça pourrait arriver? Ce ne serait pas le premier à changer de camp. Mais c'est le seul que je trouve un peu plausible en ce moment qui pourrait perdre son poste, c'est Esteban Ocon. Puis même là, ben, ça aussi, ça a été démenti. Mais de ton côté, trouves-tu qu'Ocon est en danger? C'est-tu celui qui serait le plus possible d'être remplacé? Je sais que Simon, il est pas très content de ce qu'Albon fait depuis quelques Grands Mm. Prix, même depuis l'année dernière. Toi, c'est qui est le plus en danger entre les deux? Là? Trouves-tu que Ocon, Albon ou Bottas, on l'a enlevé de l'équation? Ouais, exact. Non, je pense que c'est vraiment Ocon parce que Albon, lui, il se compare à un coéquipier qui est supposément, tu sais, digne Ouais, de de renom. comparaison. Tu sais. Ouais. Exact. Tu sais, quelqu'un qui a gagné des grands prix, qui sait comment gérer ou être, comment dire, fonctionner dans un niveau, le niveau. Donc, gagner des grands prix pour une top équipe. Et là, tu as Ocon qui se fait souvent un peu fistonner par son coéquipier de 19 ans qui est essentiellement encore une recrue, là, à mes yeux, même si c'est commencé sa deuxième saison, mais on est au début de la deuxième saison. Donc, ça paraît mal pour quelqu'un qui s'est souvent vanté de ses habiletés, que si c'était le pilote numéro un dans une équipe, c'est lui qui allait rayonner, c'est lui qui allait gérer l'équipe, et Mhm. qu'à chance égale, il serait aussi vite que Verstappen, blablabla. Tu sais, c'est ce genre de ribambelle-là qu'on a entendu venant de son camp pendant longtemps, quand il n'y Oui. avait pas de siège pendant une année ou deux, là. Donc, tu sais, de le voir maintenant un peu se faire, c'est ça, un peu se faire mettre deuxième par quelqu'un qui est, pour la majorité, encore imberbe, ça paraît mal. Ça paraît Ouais. très mal dans ton CV. Moi, C'est je pense dur de que. devenir le gros pilote alpha c'est ça, quand tu te fais battre Non. par Behrman. Puis moi, je l'aime Il est bien beaucoup. bon, Behrman, là. Moi, je l'aime beaucoup, Berman. Puis je pense que c'est ça qui fausse la note. C'est à quel point il est bon. Mais il faudrait Ouais. quand même qu'Ocon trouve quelque chose pour répondre parce qu'il paraît très, très mal. Tu sais, je pense que la façon de t'expliquer la situation est exactement comment je la vois aussi. C'est t'as Berman qui performe bien, mais l'expérience d'Ocon devrait
sans dire qu'Ocon devrait être devant, mais l'écart devrait être plus serré. On devrait les voir. Tu sais, comme on voit Bortoletto devant Hülkenberg de temps en temps, mais C'est Hülkenberg, un demi-dixième, c'est ça. exact. Et puis, gars, on va en venir tantôt. C'est une autre chose que j'adore de toi, JC, c'est que tu connais les écarts entre chaque pilote coéquipier. Ça paraît que toi-même, tu es un pilote dans l'âme parce que tu le fais. C'est C'est ça. la première chose que vous regardez, c'est qu'est-ce que mon C'est coéquipier sûr. fait. Fait que tu le fais exactement quand tu regardes la course. Mais gars, on va y aller là-dedans parce qu'on a des temps, on a la journée de vendredi qui s'est déroulée devant nos yeux tantôt. On va pas en parler. Fait que passons tout de suite au week-end de course si tu le veux bien. Eh bien oui, c'est ce week-end dans la principauté qu'aura lieu la 6e ronde du championnat du monde 2026. Pour une 72e fois, les bolides de Formule 1 défileront dans les rues de Monte-Carlo sur un tracé de 3,337 km, 19 virages, 8 à gauche, 11 à droite. Ils devront compléter 78 tours dans le Grand Prix de dimanche et ils peuvent atteindre des vitesses de tout près de 300 km/h. Ça reste à voir, c'est ce qu'on voyait par le temps, mais peu importe, c'est trop rapide pour les rues de Monaco. Les pneus qui sont apportés par Pirelli sont les C5, C4, C3, qui sont donc les gommes les plus tendres disponibles. Et la question pour Jean-Christophe, tu m'as entendu dire, je t'ai entendu rire, j'ai dit c'est trop rapide pour les rues de Monaco. J'ai fait une confidence ici à nos auditeurs dans les dernières semaines. Je l'ai fait à la radio dans ma chronique à CNV à tous les jeudis de 8 heures. Et j'ai même eu nos collaborateurs qui m'ont fait une confidence aussi. On a ouvert notre cœur là, dans les dernières semaines. Les gars m'ont dit qu'ils trichaient dans le temps quand ils étaient jeunes à un jeu de Formule 1, qu'ils court-circuitaient un virage, ils faisaient ça. Et moi, j'ai dit que quand je joue à la Formule 1, je joue encore, j'ai acheté derrière la dernière version qui est sortie le 3 juin même. Euh, Moi, j'enlève le circuit de Monaco. Puis là, je me suis Ah dit, ouais. ouais, puis là, il y a bien des auditeurs qui le font. Les gens honnêtes vont me le dire. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de demander à Jean-Christophe si c'est pareil pour lui. C'est quand il joue, c'est pour lui. Y a-tu quelque chose de le fun pour toi d'aller sur. Parce que moi, il n'y a pas de plaisir à Monaco. Il n'y a rien. Je te dis pas la course, la regarder, je suis capable de trouver des choses de fun. Mais de conduire, piloter une voiture dans les rues de Monte-Carlo, j'en tire aucun plaisir, à part faire partir des roues, causer des accidents, puis me tanner. Toi, c'est-tu pareil pour un pilote ou pour vous, c'est un challenge, c'est quelque chose de. Y a-tu vraiment du plaisir ou je sais pas? C'est ce qui est drôle que tu le dises parce que Hein? moi, personnellement, c'est que ce soit sur un simulateur ou en vraie vie, moi, les circuits de ville, j'adore les circuits de ville, Ah, cette limite concrète-là d'aller flirter avec la limite, le mur, c'est vraiment quelque chose qui est très, très enivrant, je trouve, et aussi très addictif. C'est bizarre parce que ça te fait ta sentir en perception vie. change. Ouais, ça te fait Je sentir sais en vie, pas, c'est ça? C'est comme si. je sais pas Ouais. comment dire. J'aurais vraiment du mal à l'expliquer autre que c'est extrêmement satisfaisant quand tu l'as bien. Et pour moi, quand je faisais soit du simulateur et j'en faisais beaucoup, soit sur le jeu de F1 ou il y avait Assetto Corsa aussi, qui avait la piste de Monaco. C'est vraiment un circuit que j'aimais juste faire des tours par moi-même parce que ça travaille vraiment ta concentration et ta précision. Tu peux pas être plus précis qu'une limite concrète qui te donne un accident comme ce que tu as constaté. C'est pour que, je sais pas, c'est vraiment un challenge intéressant. C'est pas comme si, pour moi, un circuit plus ouvert où est-ce qu'on peut aller des virages plus rapides, où est-ce qu'on peut déborder, à peine déborder sur le gazon, prendre plus de vibreurs qu'on devrait des fois pour Ouais. s'en sauver. C'est plus agréable. C'est deux plaisirs différents. Je sais- C'est juste que celui de Monaco, on se met souvent, ou le but, c'est souvent d'entrer dans un rythme en faisant peu d'erreurs, parce qu'à chaque fois que tu fais une erreur ou tu fais, soit t'es trop large, ou t'arrives pas assez vite, ou tu n'as pas le bon radius quand tu tournes, soit tu pousses ou tu survires. C'est une erreur qui te sort un peu de ton rythme. Donc, t'es pas vraiment dans une succession de trucs où est-ce que t'es vraiment instinctif. Quand tu arrives dans un état d'esprit où est-ce que c'est très instinctif, en vraie vie ou sur le sim, c'est ça, moi, que je trouve cool. OK. Donc, un circuit comme Monaco m'aide à faire ça. Un peu comme Donc, je c'est. suis peut-être, oui, peut-être, c'est sûr que je me mettrais pas à un niveau de, si j'ai pas un niveau de concentration,
ou en vraie vie, où est-ce que je pense que j'ai comme survolé au-dessus de mon corps comme ça là, mais Ben, exactement. j'ai même pas eu besoin de dire la phrase, t'as vu où je voulais emmener, mais c'est un peu ce que tu veux dire dans le sens que ça vient que ton corps, c'est plus tes réflexes musculaires qui conduisent la voiture que ton cerveau. Ben, tu sais, je veux pas dire que tu penses pas en conduisant, mais c'est vraiment de l'instinct puis des réflexes, Monaco, là. Faut Mhm. vraiment que t'as pas le temps de réfléchir, vraiment prendre un virage, tu construis ton momentum dès le début, puis comme tu dis, si tu rates ton virage 1, ben, tu vas probablement rater le deuxième, puis si t'es chanceux, tu vas te rendre au troisième, mais tu vas probablement être dans le mur au troisième, là. C'est un Ben, peu ça. c'est ça. Ouais. Donc, la nature du circuit même fait que tu minimises beaucoup tes erreurs OK. ou le risque dans ta tête, quand tu vois qu'il y a une erreur de probable, déjà, tu sais que tu peux pas faire d'erreur. Ta course est finie. Ton week-end est fini peut-être. Peut-être pas pour un pilote de Formule 1 parce qu'il répare la voiture rapidement, mais le point, c'est donc, on enlève ce facteur-là d'erreur et c'est un peu comme la loi de Murphy. S'il n'y avait pas de mur, probablement qu'on ferait plus d'erreurs, mais vu qu'il y a des murs, là, on fait moins d'erreurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, vu qu'il n'y a pas la possibilité de juste aller large en piste, de dépasser, mettre des cailloux dans le Mhm. gazon. Intrinsèquement, on conduit d'une autre manière. Ben, t'es Tu approches chaque conséquent. virage. T'es, C'est t'es- ça. t'es conséquent dans tes propos parce que tu m'as déjà parlé, toi, je me rappelle, on avait parlé de la situation Verstappen, Norris au Mexique où on se poussait à l'extérieur de la piste, puis à Austin, puis tu m'avais déjà dit, tu sais, les places avec les grosses zones de dégagement, toi, t'aimais pas ça parce que tu dis, s'il y avait un mur là, le gars n'aurait jamais essayé le dépassement. Tu sais, Ouais. c'est vrai pareil, c'est ça, c'est Monaco, comme tu dis, si tu essaies quelque chose, ben, il n'y en essaye pas de dépassement, mais en qualif, comme tu dis, faut vraiment que tu sois là. Mais j'ai sorti des statistiques, ben, des statistiques que j'ai entendues que je trouve quand même assez intéressantes, ou pas, dépendamment qu'on veut les interpréter. Mais combien de pôles, tu penses, combien de personnes ont gagné de la pôle à Monaco? On l'a dit, ça va être le 72e Grand Prix, donc il y en a eu Mm. 71. Si tu avais un chiffre à lancer en l'air comme ça, là, combien tu penses de personnes ont gagné de la pôle à Monaco? Très bonne question. J'avais jamais eu la statistique où je m'étais jamais posé la question, mais probablement sur 72, je dirais Sur 20. 71. Ouais. Parce que vu que 71, ok, ouais, ouais, on ne ça, sait pas c'est encore salé. l'autre. Hein. Ouais. C'est ça. Je dirais 20 sur 71 qui ont gagné de la pole. Écoute, je te trouve assez conservateur, 20. Moi, je pensais que le résultat, le vrai chiffre, c'est 33 sur 71. Ah, Moi, je quand même. pensais que ça serait OK. plus élevé que ça. Ah ouais. OK, Ouais, toi, t'étais de l'autre bord. ouais, moi, j'étais de l'autre bord. Mais c'est vrai que les premières années, les années avec Gilles et tout, il y avait des dépassements. C'était pas assuré que tu allais gagner automatiquement. Mais l'autre stat, qui va un peu plus dans le sens qu'on voulait, c'est combien tu penses qu'il y a de personnes qui ont gagné du top 3 à Monaco? Donc, sur 71 éditions, combien de fois le gagnant partait dans le top 3? Hmm. Disons 55. C'est 61 sur 71. Donc, Quand même. il y a 10 pilotes. On les sortira, là, je les ai pas, j'aurais dû le faire. Mais il y a 10 pilotes dans l'histoire qui ont gagné à Monaco sans partir du top 3. On connaît Olivier Panis, ça, c'est correct. Ouais. Je pense qu'il est Mais dur à battre. puis la liste doit être assez intéressante quand on va la chercher parce qu'on va se rappeler des souvenirs. Je la sortirai là, peut-être lundi Eh oui. Avec Simon qui est notre historien au F1 Podcast. C'est sûr qu'il va se régaler de jaser de ça. Mais il s'en rappelle probablement par cœur. Il est vraiment en train de nous écouter puis il est en train de découvrir. Ben oui, les gars, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Mais c'est ça. Donc 10 sur 71 qui ont réussi à gagner à l'extérieur du top 3. J'ai-tu besoin de rementionner à quel point que la qualification est la plus importante de l'année, celle qui va avoir lieu demain samedi, là? Moi, j'en reviens pas à quel point c'est important à Monaco puis à quel point c'est intéressant la qualif. Moi, je le dis à chaque année, je pense que c'est la plus fun à regarder parce que c'est risque qui récompense. C'est comme ça. C'est plus que Exact. tu prends des risques, plus que tu as des récompenses. C'est ce qu'on déplorait depuis le début de l'année avec les nouvelles voitures. On cancelle tout ça. C'est comme si on prenait une pause de la nouvelle réglementation à Monaco parce que il n'y a rien qui a vraiment rapport à ailleurs. C'est une anomalie au calendrier. On regarde qu'est-ce qui arrive on a décidé du côté de la F1 de retirer le nouveau dispositif, là, que les ailerons ouvrent autant dans la ligne droite, ailerons avant, ailerons arrière. Ça, il n'y en aura pas à Monaco. On a décidé qu'on avait besoin de garder l'appui, ça serait trop dangereux. Donc, automatiquement, c'est un premier règlement qu'on a changé en 2026 qui ne sera pas applicable en fin de semaine. Après ça, pour ce qui est de la puissance des moteurs aussi, on veut faire attention que les voitures n'aient pas trop vite, on veut contrôler ça. Donc, pas de DRS non plus, parce que le dispositif ligne droite, c'était ça, une forme de remplacement de ça, même si c'était pas identique à ce qu'on avait.
Donc, puis je pense pas qu'on va avoir des problèmes de recharge. Donc, ça va être quand même intéressant de voir. Sauf qu'on n'en apprendra pas plus sur si le nouveau mix fonctionne puis va bien fonctionner ailleurs. On va Hmm. en savoir plus dans les prochaines semaines. Mais c'est comme une pause là, de la nouvelle réglementation pour les gens. Sauf qu'il y a d'autres problèmes. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas de dépassement. Là. C'est l'envers de la médaille. On se plaignait qu'il y en avait trop, mais là, les gens vont se plaindre qu'il n'y en a pas assez. Mais quand même, l'impact de la pole position à Monaco. Puis ça en est venu à la question sur nos Vikings qu'on va demander à nos auditeurs. Puis je vais te la demander à toi aussi. Euh, Moi, vous savez que j'aime pas beaucoup le Grand Prix de Singapour. OK? Mais je me suis Mhm. demandé si nos amis de Sauna Viking, en passant, qui ont une entreprise à Laval spécialisée dans le domaine des saunas, comme le nom de l'entreprise le dit, vous pouvez prendre un rendez-vous si vous voulez un sauna à l'intérieur comme à l'extérieur. La question qu'on vous demande cette semaine, c'est si vous ne pouviez n'en sauver qu'un seul, lequel choisiriez-vous? Monaco ou Singapour? Moi, je Ouh. sauve Monaco. Je pense que les gens Oui, le savent. je suis Toi, tu d'accord. sautes. Toi aussi? Pour Je suis l'histoire d'accord. ou Parce que moi, je te dirais que l'histoire pèse beaucoup dans la balance. Singapour n'a rien Oui. à voir dans l'histoire. C'est beau, Singapour. Les images que ça donne à la télévision, c'est le fun. Sauf que, autant le samedi que le dimanche, il n'y a rien qui m'excite vraiment. Monaco, tu sais, 100%. l'histoire, l'héritage, mais la qualification, pour moi, je peux pas me priver de ça. C'est un des samedis. J'adore les samedis, j'adore toutes les séances de qualification, mais ça, c'est une que si tu me dis, Martin, il y en a une qu'il faut que tu manques. Tu peux pas écouter la qualification. Il y en a une cette année que tu peux pas écouter. C'est certain que c'est pas Monaco que je choisis. Monaco, je vais être là. Je veux l'écouter, la qualification. Tu sais. Fait que, toi, de ton côté, tu sauves Monaco aussi? 100%. Ouais. 100%. Pas juste à cause de l'histoire, comme tu dis, c'est parce que ça pèse dans la balance, évidemment. Mhm. Il y a tellement eu de. C'est comme un peu avoir la F1 sans Ferrari. Tu peux pas avoir la F1 sans Monaco, selon moi. Ouais. Il y en a beaucoup de détracteurs de la course en général. Je comprends aussi que oui, surtout récemment, c'est une course à queue leu-leu, c'est correct, mais le fait que la qualif est plus intéressante pratiquement de loin que toutes les autres qualifs de l'année, vu qu'elle c'est tellement unique, ben c'est ça en termes en soi son charme. Oui. Donc oui, peut-être, tu sais, des fois la qualif est moins intéressante que la course, mais là, la course est moins intéressante que la qualif. Donc, on a quand même le même résultat en bout de ligne. On a une des deux qui est intéressant, qui est conséquent de l'autre, mais là, ça donne juste que la qualif est plus intéressante parce que c'est tellement récompensant de prendre des risques et de frôler les murs et de voir un pilote vraiment exploiter tout ce qu'ils peuvent puis se battre à couteau tiré à l'avant. Surtout, ça va être intéressant. Ce week-end, on a Ferrari qui est de l'attaque, comme on a Ouais. vu dans les temps. Puis on a Mercedes qui vont probablement sont toujours là, même s'ils ont moins d'avantages de moteur. Puis il y a Max qu'on peut jamais laisser à l'écart. Donc on a tout ça ensemble. Puis quand on compare ça avec Singapour, techniquement, on a les mêmes variables. C'est un circuit de ville que la qualif, c'est important parce que c'est difficile de les passer pendant la course. Sauf que la qualif est pas intéressante. Donc là, tu as une course pas intéressante et une qualif pas intéressante. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un no-brain. C'est un choix qui se fait tout seul, selon moi. OK. Donc, on va quand même le demander à nos auditeurs. J'ai hâte de voir le résultat du sondage. Pour les gens qui se demandent comment on fait pour répondre, vous pouvez dans le Spotify, vous faites juste descendre, quand vous voyez la pochette là, avec le drapeau de Monaco, votre guide, vous faites juste descendre, il y a une section commentaires et en bas de ça, le sondage est là avec les choix de réponse. Vous n'avez qu'à cliquer sur votre choix qui est Monaco ou Singapour. Sinon, vous pouvez nous écrire sur YouTube. La question va être dans les commentaires. Même chose sur Facebook plutôt, dans la publication de l'épisode. Donc, trajectoire technique présentée par nos amis de service d'outils FGL à Laval, les spécialistes pour les produits Makita, DeWalt, Milwaukee, une entreprise québécoise de troisième génération qui vous permet de réparer vos outils pour les recycler, mais aussi de vous en procurer des nouveaux à la fine pointe de la technologie. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui nous assistent dans trajectoire technique. Ce qu'on fait, à chaque épisode de JC du vendredi, on présente qui a des évolutions pour le week-end. C'est important. Un circuit comme Monaco, je te dirais que c'est pas la place qu'on s'attend le plus d'avoir des évolutions. Normalement, c'est plus spécifique au circuit. Comme c'est un circuit qui se reproduit pas vraiment ailleurs dans le calendrier, normalement, ce qu'on apporte là, c'est pas quelque chose qu'on veut réutiliser pour d'autres Grands Prix. Et là, c'est encore plus vrai parce que les écuries ont profité du fait que les ailerons n'ouvriront pas en fin de semaine. Donc, on a des actuateurs qui sont positionnés sur ces ailerons-là, qui servent à les faire fonctionner, ouvrir et fermer. Donc, les équipes qui sont assez rapides d'esprit. On dit, pourquoi qu'on va traîner des actuateurs sur nos ailerons si on les a pas besoin? Aussi bien les enlever et ajouter des mécanismes d'appui
dans ces petits trous-là. Donc, on enlève Hmm. l'actuateur, c'est un poids qui sert à rien, on l'enlève, puis on en s'en sert pour générer plus d'appui aérodynamique avec nos ailerons. Donc, il y a 7 des 11 écuries qui ont pensé à faire ça. Je trouve ça quand même intéressant. Qu'on en est allé là. Du côté de McLaren, ben c'est nous qui a apporté le plus d'évolution. Encore une fois, parce que je trouve que McLaren, à chaque course, là, on avait des grosses évolutions à Miami, grosses évolutions à Montréal. On a décidé de l'apporter du côté de Monaco. Puis nous aussi, là, on a travaillé un peu sur l'aileron, question de la rendre de l'optimiser pour le secteur de Monaco. Et les écuries qui ont pensé là, à enlever les actuateurs, je trouve ça quand même important parce qu'on voit c'est qui réfléchit le plus rapidement. Il y a Mercedes, Red Bull, Alpine, Audi. J'essaie de dire, j'y vais par mémoire, là. De mémoire, il y a McLaren là-dedans aussi. Donc, il y en a 7 sur 11. Je vais les trouver d'ici la fin, là, je vais être capable de vous les donner. Mais tout ça Ferrari pour. aussi, j'imagine, peut-être? Il me semble que Ferrari n'ont pas rien changé de Ah mémoire. ouais, Ouais, ils ont intriguant. gardé. Ouais, Ferrari l'ont gardé. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. L'aileron ouvrira pas. J'espère qu'on n'a pas traîné peut-être qu'on a la grosse aileron 180. Je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'on a décidé de faire ça. Non, Ferrari, on a travaillé la suspension avant, le plancher, le diffuseur, puis aucun nouvel aileron arrière. Donc, on n'a pas travaillé sur l'aileron. Ça, c'est Williams non plus. Williams, on n'a pas trouvé qu'il fallait changer. Racing Bulls, on l'a changé l'aileron. Aston Martin ne l'a pas changé. Az a pensé à ça. Audi, on est allé même plus loin. On est très vite chez Audi depuis je les trouve bons. On fait des belles évolutions. Si tu as remarqué, hein, la voiture Audi est Mhm. complètement différente des autres. Elle est Ah oui. mince. On n'a pas de ponton. Tu sais, vraiment, on cherche à penser à l'extérieur de la boîte. On arrive en F1. On sait qu'on ne sera pas nécessairement à l'avant du peloton, même si c'est l'objectif quand même qu'on a en tête. Mais je trouve qu'au moins, on ose. On fait pas juste. J'ai Az qui passe en tête depuis des années. Ouais, tu sais, copie ou essaye de faire comme les autres, mais tu sais, il y a la bonne vieille phrase de Verstappen qui dit si tu copies sur un avant, tu vas juste être deuxième. Je trouve qu'Audi, on a bien fait ça de dire hey, on a un bagage en course automobile, puis on va oser, on va essayer des choses. Ils n'ont rien à Donc, perdre, ils n'ont rien à 100%. perdre, exactement. Alors, autant que le moteur, tu sais, quand le moteur, eux autres ont opté pour un gros turbo. Hmm. Pendant que Ferrari a compris que ça prenait un petit turbo pour les départs. Mais du côté d'Audi, on a misé gros. Puis quand tu les regardes, on n'est pas si loin que ça pour une nouvelle écurie. Je sais qu'on part de Stack Sauber, mais on part de Stack Sauber. Là. On part pas C'est de. ça. C'est On parle ça. de quelque chose, mais on parle pas de grand-chose. Là, on part pas de grand-chose. Fait que quand même, oui, on a une usine en Suisse, on développe notre propre moteur. Mais quand même, je trouve qu'on fait bien du côté d'Audi. C'est une écurie que j'aime beaucoup regarder depuis le début de l'année parce que justement, on trouve des évolutions techniques. Puis on a poussé un peu plus loin, on a enlevé l'actuateur sur l'aileron avant aussi. Donc, on s'est dit, c'est pas juste en arrière, on n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin avant. Donc, on a poussé ça un petit peu plus loin. Du côté de Alpine aussi, que je le disais, du côté d'Alpine, on a juste modifié notre aileron arrière pour le week-end. Cadillac, on a amené quand même un peu plus d'évolution. On a une nouvelle sortie, on a travaillé une nouvelle sortie d'échappement. On n'a pas fait exactement comme Ferrari faisait, mais on a retravaillé un petit peu ça. J'imagine que c'est une première option pour nous donner plus de latitude pour effectuer plus de modifications sur l'arrière de la voiture. Donc, je vous fais un petit résumé rapide pour les gens j'ai garoché ça un petit peu rapidement, là, pour les gens qui se demandent qui a des évolutions exactement pour le week-end. Donc, McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, As, Audi, Alpine, Cadillac. Moi, je suis en train de nommer toutes les écuries rendues là. Fait que, dans le fond, on a tout apporté quelque chose, sauf qu'on n'a pas tous modifié notre aileron arrière pour le rendre, l'actualiser pour qu'il soit plus avec la nouvelle tendance qu'on a décidé d'opter du côté de la FIA pour le week-end. Si on regarde les temps, ben là, j'ai sauté un petit peu, OK? Puis là, je sais qu'on va avoir du fun, JC, parce que j'aime ça comparer les pilotes un de l'autre. Mais Certain. Lewis Hamilton qui est premier en essai libre, deuxième séance, c'était Charles qui était le plus vite ce matin. Ça, on n'est Hmm. pas surpris parce que si vous avez lu l'article de Simon Bachan sur le F1 Podcast cette semaine, qui mentionnait qu'il y a possibilité que Lewis Hamilton gagne, on se base aussi sur les propos de Kimi Antonelli qui avait avancé que c'est probablement Ferrari qui serait favori du côté de Monaco. Quand on prend le temps de regarder comment la voiture est conçue, on a de la difficulté à entraîner, mais on l'a vu à Montréal, même si le secteur 3 était une ligne droite, quasiment complète, à part la chicane avec le mur des champions. Donc, le secteur 3, on perdait énormément de vitesse du côté de Ferrari, mais on en gagnait tellement dans les virages qu'au bout de la ligne, sur un tour complet, ça paraissait pas tant que ça. On était capable d'être compétitif. Donc, si on arrive à un endroit où on retire la grande ligne droite,
puis qu'on se fie simplement sur rapidité en virage et beaucoup d'appui aérodynamique, c'est logique de croire que Ferrari est favori pour l'emporter en fin de semaine. Exact. 100%. Puis si on regarde les écarts, donc un temps de 1:13,026 pour le bon vieux Lewis Hamilton. Je dis le bon vieux Lewis parce que il me donne l'impression de revenir à ce qui était. À Montréal, j'ai trouvé que son agressivité était là. On sait à Montréal, c'est un circuit de risque, c'est un circuit à faible aérodynamisme aussi. Donc, il devait contrôler la voiture, la faire glisser. Il faisait très, très bien. J'ai dit que c'était le vintage Lewis Hamilton. De là, me prononcer qu'il va être champion du monde, je l'ai déjà dit, moi je pense que c'est terminé. Là. C'est terminé. Il ne saura pas. Il ne sera plus champion. Mais qu'on va avoir droit à des petits flashs comme ça. Puis si on le garde dans un bon état d'esprit, s'il est capable d'accumuler des bons résultats d'un week-end sur l'autre, il est probablement capable de construire quelque chose pour avoir une meilleure saison que ce qui nous a habitués dans les dernières années. À Monaco, on l'attendait fort. Je suis content de le voir là. Donc, 1:13,026 devant Charles à plus 0.111. Donc, 111, c'est pas un gros écart. Après ça, on a Verstappen qui est dans le coup. Faut pas le compter pour battu. Je l'ai pas entendu se plaindre de sa Red Bull qui saute partout. Donc, il semble plus compétitif que ces dernières années à Monaco. Donc, lui, il est à 0.168. Donc, un dixième et demi, un peu plus qu'un dixième et demi. Où ce que ça monte un peu, c'est que là, on commence à tomber dans Russell à 3 dixièmes, Antonelli à une demi-seconde. Ça t'a surpris, ça, de voir ça ce matin, une demi-seconde pour les Mercedes? C'est pas un tour, pas une demi-seconde à Spa-Francorchamps, c'est une demi-seconde sur un tour qui est assez court, celui de Monaco. Là. Exact. C'est une demi-seconde qui est très dûment trouvée. Ouais. Pas d'autre manière de le dire. C'est très difficile de construire un tour et de sentir que tu as fait un bon tour et après ça de voir que tu une demi-seconde après à Monaco. Il n'y a pas d'endroit évident où est-ce que tu as des grosses pertes. Il n'y a pas de gros virages à haute vitesse différents des autres où est-ce qu'on a besoin de courage. C'est des virages qui sont sensiblement le même niveau de risque. Donc, ça doit être très difficile pour Mercedes. D'après moi, c'est vraiment juste une question de la voiture n'est pas optimisée pour ça. Et c'est un inverse de Montréal. Donc, on a vraiment notre exemple devant nous comme ça. Mais ça va être intéressant quand même. J'ai l'impression, tu sais, Verstappen, comment proche qu'il est en ce moment en deuxième pratique, je le verrais vraiment dans le combat pour la pole. Les Mercedes, cependant, j'ai peut-être l'impression qu'en rythme de course, c'est une voiture qui est légèrement plus optimisée en général, mon feeling personnel. Et peut-être avec un mauvais petit stop de Ferrari en avant, s'il se retrouve en avant, de peut-être avoir quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont bons aussi dans la traînée. Mercedes, Russell l'a mentionné quelques fois, je pense là, que c'est une voiture qui, surtout même à Montréal, a un circuit plus rapide parce qu'il y a plus de traînée à haute vitesse. Que la voiture suivait quand même bien puis qui était capable de suivre d'assez près. Donc, en tout cas, Ouais, d'après moi, on a vraiment la table pour quelque chose d'intéressant. ouais, c'est un bon point que t'emmènes, ça, qu'on était capable de suivre à Montréal, à Mercedes. On l'a vu, les deux Mercedes se suivent. Je t'attends qu'il y en ait une qui lâche, mais vraiment, on l'a vu dans le sprint, la même chose. Donc, on était capable de suivre de très près, de bâtir plusieurs attaques. C'est quelque chose qui pourrait peser dans la balance à Monaco. On le sait. On est conscient quand même qu'il n'y a pas énormément de place pour dépasser. Mais si tu peux suivre quelqu'un, ben, au moins après ça, tu peux peut-être le forcer à faire une erreur. Puis c'est drôle que tu as choisi Ferrari pour faire une erreur d'aéro pluie. Parce que c'est vrai que la tendance, on se rappelle du fiasco à Mais là, Monaco, mais je trouve que ceux qui ont pris le rôle de Ferrari depuis quelques années, c'est c'est McLaren. McLaren, Ah ouais, c'est 100%. On l'a complètement. vu, on Ah, l'a vu. j'en reviens pas. Moi, Ah oui. j'ai encore une ulcère d'estomac de ce qu'ils ont fait au Qatar de pas comprendre qu'il fallait absolument que tu t'arrêtes parce que c'était décidé que les arrêts étaient faits à chaque 21 tours, Ah quelque chose oui. comme ça. Moi non plus, je l'ai pas plus compris. Puis à Montréal, ben, on est allé faire l'histoire de penser qu'il y aurait de la pluie quand il n'y en aurait pas, de penser Hein? que la piste était mouillée. C'était Ils ont épouvantable. pris le livret de jeu de stratégie de Ferrari de, c'était quoi, 2 ans auparavant? Ouais, Parce qu'ils ont décidé de 2022, mettre, 2020, avec quoi, ouais, avant les 10 années, ouais. 23, 24, je sais Ouais, pas. Mais ouais. la fois où est-ce qu'ils avaient mis des À pneus Monaco, ouais. wet, non, des pneus wet à Montréal, puis Ah là, oui. Charles Leclerc était comme un tour au complet en arrière, encore avec ses wets, quand tout le monde était sur des inters. Je me souviens pas c'était 2 ans à Montréal, mais en tout cas, ils ont pris le même livret de jeu à Ah, Montréal, un an ou deux après, puis ils ont fait la même chose. la Donc, même affaire. Et sans gratter je suis confondu toujours. oh, ouais, non, ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que les autres ont vu, puis, en tout cas. Mais je veux juste faire une petite pause, parce que là, on est rendu, oui, j'ai parlé de Russell et Antonelli qui suit. T'en as pas parlé, toi. Qu'est-ce que tu penses de la compétition entre les deux? Puis, je pense qu'on a une opinion qui se ressemble sur George Russell, puis j'écoutais ce qu'il disait aujourd'hui de pratiquement dire, ah, c'est le championnat qui est mis à perdre. C'est-
tu sais, j'aime le talent de Russell, mais il y a quelque chose dans son attitude. Admettons, si j'avais des enfants, OK? Puis je dirais, prenez un modèle d'un pilote. J'aime pas l'attitude. Puis je fais ça parce que souvent les pilotes Mercedes, Lewis, pareil, nous rappelaient, il y a des enfants qui nous regardent, faut être un bon exemple. Puis, tu sais, on aimait ça, se remémorer ça. Mais je trouve que d'envoyer le message, écoute, après 5 courses, c'est le championnat. J'ai pas dit qu'il a dit qu'il allait perdre, mais puis j'imagine qu'il y a une game psychologique derrière ça. Il veut mettre la pression sur Kimi Antonelli. Mais qu'est-ce que tu penses de ça depuis le début de l'année? Que le gars qui n'aurait pas arrêté de nous répéter que c'était facile de gagner dans une voiture rapide, ben, il est 1 en 5 depuis le début de l'année. Puis celui qui est 4 en 5, c'est un gars de 19 ans qui est son coéquipier qui vient à peine de commencer en Formule 1. Exact, qui a du fun, en parenthèse, à conduire dans ce qui est la meilleure écurie en ce moment. Puis t'as l'autre qui est pas très loin en arrière, mais assez pour que ça soit inconfortable et prendre du retard, beaucoup de retard en Mhm. seulement 5 courses. Et qui, comme tu l'as dit, qui nous a martelé pendant plusieurs années à se dire, j'ai hâte d'être dans une voiture qui est devant le peloton, puis un peu de vendre la mèche sur le fait qu'il s'il était dans la position de Verstappen, il y aurait la même aise ou d'un Lewis à l'époque chez Ah ouais. Mercedes. Je me souviens pas exactement quand est-ce qu'il l'a dit, mais c'est plutôt récent quand il avait mentionné que s'il n'avait pas perdu autant de temps chez Williams, puis qu'il avait été chez Mercedes, il serait déjà champion du monde ou quelque chose du genre. Ouais, il avait même C'est, dit c'est- que c'est- dans la RB19, il avait dit qu'il y avait comme 15 ou peut-être quasiment, tu sais, 15 pilotes qui pourraient être champions dans la RB19. Tu sais, il avait dit ça pour la Red Bull. Tu sais, il a souvent, puis il a fait des petits commentaires, je ne me rappelle pas exact, mais aussi pour la McLaren de Norris. Il s'est jamais gêné de dire, ben, si j'avais la voiture la plus rapide, ça serait comme pas de question, là, il serait champion, là. Pour l'instant, non, c'est pas ça. c'est ça. Puis il essaie vraiment de maintenir cette image-là de un peu une sorte de gentleman très fair et très noble, alors qu'il y a souvent après ça cette parure-là avec des choses qui font presque qui dit comme lui qui serait champion du monde. C'est vraiment ça fait preuve d'un manque d'humilité et là on a l'impression d'avoir une fausse humilité, donc pas un bon modèle pour personne à suivre et pas quelqu'un qui est nécessairement qui semble intègre. Il a l'air de quelqu'un qui parle des deux bords de la bouche, comme on dit. Ouais. Il a pas l'air il a pas l'air d'un Verstappen qui est vraiment comme cru tu sais, qui s'en fout un peu, que si les gens l'aiment ou l'aiment pas, il s'en fout un peu, il va marcher à sa manière. Et là, tu as un George Russell qui essaie de jouer un peu l'inverse de ça. Il l'a souvent fait, jouer son genre d'alter ego de lui, c'est un sauvage et que moi, je suis le gentleman raffiné, alors qu'il n'est pas tant différent. C'est juste qu'il joue, il essaie de jouer aux deux. Ouais. Pour moi, je sais pas parce que je suis juste comme je le suis et je le perçois comme ça, ou le fait que j'ai mon point de vue de pilote et je vois comment d'autres pilotes pensent en tant que pilote et comment est-ce que comment j'interprète ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui arrive avec George Russell. Puis ça l'a toujours un peu été. On le voyait juste pas chez Williams parce qu'il était juste comme je suis content d'être à F1, tu sais, puis je fais mon gros possible Mhm. à essayer de ramener une voiture qui est Il était 19e ou sympathique. 20e. Il était C'est sympathique ça. chez Williams. Il y a Ouais, eu sa pole à Spa, tout le monde, sa pole deuxième position à Spa dans la pluie, tout le monde a trouvé ça donc cool. c'était OK, mais là, c'est ça. Puis en tout cas, il a vraiment montré ses vraies couleurs, surtout dans la dernière saison, saison et demie, 2 saisons, disons. Et j'ai pas l'impression que c'est très reluisant pour son image et surtout pour sa réputation de pilote, encore que là, il se fait un peu montrer, comme Ocon se fait montrer par Berman, mais il se fait montrer par essentiellement ce qui est une recrue, comment ça marche et c'est quoi le rythme quand tu es Puis, supposé être le leader dans l'équipe et que tu te voyais comme le leader dans l'équipe quand il était avec Hamilton, en tout cas. ouais, puis on va être honnête, ouais, mais c'est lui qui courait après Hamilton, là, c'est lui qui se fait courir après. Des fois, c'est différent, hein, la perception, comment tu vas réagir à ça. On va être honnête, il était malchanceux. On va le dire, là, parce que lui-même, il nous l'a répété. Je suis tellement malchanceux, tout tombe de mon côté. Encore là, drôle d'attitude, comment qu'il fait, mais je comprends. Il était malchanceux. À Montréal, c'était probablement sa victoire. Il défendait bien sa position. Sauf que ce qui m'a vraiment étonné, c'était l'écart qu'il y avait tout au long du week-end avec Antonelli. J'ai Mm. l'impression que ça serait supposé être plus grand à ce stade-ci de sa carrière, Kimi. Tu sais, au début de l'année, on avait fait le sondage sur F1 Podcast, puis on demandait qui va faire le plus de points entre George Russell et Kimi Antonelli. Bien sûr, c'était George Russell qui avait le plus de votes, puis c'était le choix sage. Mais moi, j'avais mentionné que je pensais qu'Antonelli viendrait chauffer George Russell à un certain moment, puis que George n'aurait pas de marge d'erreur. Mais je pensais pas si tôt dans la saison.
Je pensais pas que. Littéralement, Non, non. exactement du début. Je pensais pas que ça serait déjà ça. Fait que c'est ça. C'était un peu une mauvaise nouvelle pour George. Puis je vais le répéter, je l'ai parlé à François la semaine dernière, puis je disais, si j'étais dans le camp Russell, je serais excessivement nerveux parce que Kimi n'a pas connu de week-end parfait encore. Mais il a Mm, quand même gagné 4 des 5 premières courses. Mais il y a eu exact. des erreurs à chaque week-end. Puis tu sais que ça prend, toi, pour gagner une fin de semaine. Normalement, tu es supposé de mettre tous les bons morceaux ensemble, puis c'est là que tu vas être gagnant. Mais si tu es capable de gagner sans mettre tous les morceaux ensemble, c'est une très grande preuve de talent, là. C'est vraiment une preuve de talent. Exact. Fait que, toi, Kimi, je sais que tu le connais, pas, pas personnellement, mais tu as couru t'as fait des tests pour son père, l'écurie Antonelli Motorsport en GT3 de mémoire, que tu as fait ça. Mhm. Donc, y a-t-il un petit côté de toi qui est content de le voir réussir? Parce qu'il a l'air vraiment d'un bon gars, là. Je sais pas si tu as déjà eu la chance d'entendre parler de lui ou de jaser avec son père, parce que ça a l'air d'une bonne famille, hein. En tout cas, c'est de l'interprétation qu'on se fait de l'extérieur, là. Ben oui, ben j'avais eu, c'est ça, pendant 2 jours, être la chance, je dirais, d'être vraiment dans leur entourage. C'est vraiment leur entourage, c'est comment son père gagne sa vie en général. Donc, d'être là-dedans, de baigner, puis d'entendre un peu les rumeurs, pas les rumeurs, mais je veux dire les échos un peu de c'est comment lui et son père, l'impression que eux, les personnes dans l'équipe ont de eux. Oui. C'était vraiment beau à voir tout le monde. Il y avait pas il y avait même pas d'indifférence tout le monde était soudé. Tout le monde dans l'équipe le connaissent depuis, tu sais, c'est jours à F4 même. Il y a beaucoup des équipiers de cette équipe-là qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est tout du monde qui, comment dire, sont un peu soudés par rapport à ça. Puis c'était cool de le voir, de le constater, d'en parler avec les mécaniciens, sur le directeur de l'équipe, l'ingénieur. Donc, ça m'avait vraiment moi-même réchauffé à lui parce que, tu sais, Il y a une bonne base, là. Ouais. ça, Une tu bonne vois base familiale. Ouais. son entourage est positif. J'ai pas d'autres choses ou d'autres pensées que tu sais, du positif attaché à son entourage et à lui. Donc, ça m'avait vraiment plus, surtout que c'était sa première saison quand je suis allé, c'est ça, c'était l'année passée, donc Ouais. c'était vraiment sa saison Mais recrue. toi, Donc, tu pilotais son ancienne voiture, dans le fond, parce qu'il avait piloté cette voiture-là, là. J'ai déjà vu des exactement. images, c'est exactement la même auto, là. Je sais pas à quel point, là, mais je veux dire, la livrée, tout ça. Fait que t'étais dans la voiture de Kimi, là, de voir que Kimi était en F1, puis là, de le voir sa deuxième année, avoir des résultats comme il est. Tu sais, George, il a pas menti. C'est vrai qu'il est favori pour le titre. C'est juste que je trouve que l'attitude de dire. Tu sais, mais je comprends qu'il le fait pour lui accentuer la pression, mais je me rappelle de George aussi qui avait dit au début de l'effet de sol, donner tous les championnats à Max et à Red Bull. Puis ça avait même, moi, je suis persuadé que ça a coûté le commanditaire Monster dans toute cette histoire-là. Tu sais, je vais pas rouvrir ça. Mais j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était pas des grandes déclarations de George. C'est pas le genre d'athlète, moi, qui m'inspire. Quand il est en piste puis il conduit comme il conduit à Montréal, j'adore ça, je le trouve phénoménal. George Russell, il est parmi les meilleurs pilotes de la grille. Mais quand il parle avec ces histoires-là, il me décourage. Là. En tout cas, puis là, c'est ça, de donner le championnat à Kimi. Mais toi, de voir Kimi être capable de faire ça depuis le début de l'année, t'es-tu comme tout le monde surpris ou à cause que tu as eu la chance d'avoir un peu une vue à l'interne, tu te dis, ah non, le gars, il était prédestiné à ça pour reprendre ton mot de plus tôt dans l'émission, mais je le dis mieux en français, prédestiné. C'est correct. Mais en fait, c'est parce que j'ai vu aussi ces données comparées à les miennes. C'est pour une première fois pour moi dans une GT3, puis lui qui avait beaucoup d'expérience, Ouais. c'est sûr que je me donnais un grain de sel quand même. Mais autant se rapprochait, mais je voyais juste des affaires que lui faisait, puis là tu vois le niveau de talent. La Tu magie, vois ouais. Ouais. quand il avait peut-être 16 17 ans, quand il avait conduit la voiture auquel je devais me comparer avec mes données. C'était assez hallucinant. Ah ouais, Donc, hein. c'était surtout la vitesse à laquelle il était capable d'aller chercher ce temps-là, quand il sortait des pluies, quand il était capable d'aller réchauffer les pneus dans un montant de temps tellement court, sans les surchauffer non plus, juste pour arriver dans la fenêtre très rapidement et d'aller faire des tours tu sais, équivalents d'un ce qui obtiendrait la pole en World Challenge en GT3. Il était capable de faire des tours qui ressemblaient à ça en comme un tour et demi, 2 tours. Donc, moi, j'avais ma petite idée que, OK, d'après moi, oui, il mérite d'être en F1. Fine. En plus, en comparant avec ses résultats de F2. Mais c'était de voir, c'est ça. Moi, je savais que c'est un diamant brut. À quel point est-ce que ce diamant brut-là va se transformer dans un diamant rapidement? On ne sait pas. On sait qu'il est là. Mhm. Je l'avais vu personnellement comme ça. Donc, sinon,
de voir aussi George Russell, je sais pas, là, il y a une drôle de tendance à vraiment presque se victimiser des fois. Ouais, ouais, c'est ça que j'aime pas, moi. Moi, j'ai beaucoup Puis, de misère puis avec à ça. être pessimiste, Ouais. ça sort de nulle part. On a vraiment, j'ai l'impression que c'est comme in character pour lui. Mhm. C'est que c'est vraiment, ça fait partie. C'est comme, je sais pas, c'est comme si on voyait Il est comme des ça. choses pas Ouais, intéressantes. Il est comme ouais. ça, donc qu'est-ce que tu veux? C'est juste c'est comme les cornes qui lui sortent quand il fait des commentaires comme ça. Puis là, t'es comme, OK, hein, c'est bon, on te voit sur un autre angle là, maintenant. Ouais, Bon, c'est ça ça. t'apporte de la profondeur qu'on voulait peut-être pas voir non plus. Après, j'ai dit Hamilton a fait le meilleur temps, Leclerc, Verstappen, on a dit les deux Mercedes. Un autre que j'ai envie de t'entendre dessus, c'est Isaac Hadjar. Isaac Hadjar est à une seconde, plus Ah, qu'une ouais. seconde de Hamilton. Il y a une différence de 9 dixièmes avec son coéquipier. Qu'est-ce que tu penses des débuts d'Adjar chez Red Bull? J'ai trouvé qu'il y a eu des flashs intéressants parce qu'il était capable d'être très compétitif. Peut-être pas quand ça comptait, disons. Il fait des erreurs. Je pense que c'était avant le dernier Grand Prix. À Miami, c'est sorti tout seul. Et là, quand on regarde ça, c'est pas tant différent de la tendance des deuxièmes pilotes chez Red Bull, mais j'ai l'impression qu'il y a des éclats d'un pilote qui fait ou qui pourrait faire des choses que les Lawson, euh, Perez, Albon, Gasly étaient peut-être pas capables de faire comparé à Max. Ouais. Est-ce qu'il est capable d'aller toujours atteindre ça? Est-ce que ces éclats de brillance-là, il est capable de toujours les faire week-end après week-end? Je pense pas. Mais je pense qu'il l'a. Il y a Mais un je petit pense, quelque chose de plus que les autres deuxièmes pilotes. tu me diras si je me trompe, qui est peut-être À dur part pour maintenant. qu'est-ce qui est dur pour Adjar, c'est peut-être de se mettre dans la tête de dire il n'y a pas tout le bagage pour comprendre ce qui se passe présentement. Fait que des fois, quand il passe des moments difficiles, on le voit, il frappe son volant puis tout ça, puis il a l'impression que Ouais. son monde s'écroule. Mais de comprendre, comme tu viens de dire, écoute, tu fais des choses beaucoup mieux que les autres. Construis tranquillement, puis tu vas arriver. Tu prends ton temps, tu t'es encore en train de te développer en Formule 1. T'es pas arrivé encore techniquement. Puis là, il voit Antonelli Mm. puis tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il est comme déchirant de ça. Aujourd'hui, on l'a vu, il a frappé le mur en première essai, une drôle d'accident. Ah oui. Mais en tout cas, mais là, tu sais, il est à une seconde. Fait que ça, c'est sûr, c'est de reprendre la confiance à Monaco, c'est pas évident. Mais il est quand même bien placé. Donc, ça veut dire aussi, il fait bien, mais que la Red Bull a quand même une bonne voiture. Je passe très, très vite parce on a pas perdu du temps, mais on a parlé de plein de sujets qui m'intéressaient. C'est de ma faute, là. Je voulais parler de plein de choses. Mais, puis, Non. la première McLaren à une seconde de la pole, ça, c'est assez impressionnant. On a apporté beaucoup d'améliorations. Pourquoi je dis la première McLaren? C'est que Norris, ça l'a arrêté encore un problème de batterie pour l'écurie Orange Papaye. Donc, j'espère un jour qu'on va être capable de se sortir de ça. Audi qui pense avoir le cinquième ou le quatrième meilleur châssis du peloton, ben, aujourd'hui, on ne peut pas leur donner tort. On est quand même bien placé. Hülkenberg derrière Piastri, aussi à une seconde de la tête. Ensuite, Bortoletto juste derrière, ben, à 3 dixièmes de son coéquipier. Et 1,4 secondes qui vient clore le top 10 avec Oliver Burman. Ça, c'est quand même un bon écart quand on regarde ça pour la 10e position. Puis on le disait tantôt, JC, tu nous le mentionnais, sur un petit circuit comme celui de Monaco, c'est quand même assez gros là, quand on regarde ça comme ça. Je termine la liste rapidement du reste, mais je l'ai perdu devant moi. Je l'ai ici, excusez-moi. Elle est en train de. Des fois, ça bouge, hein. Des fois, la technologie nous joue des tours quand on est en podcast. Euh, Fait qu'ensuite, comme je disais, à l'extérieur du top 10, après Oliver Berman, j'ai Gasly, Gasly, Sainz, ah merci. Albon, je m'en allais. Lindblad, Colapinto, Lawson, Ocon, Perez, que sa voiture a arrêté, est en train de prendre en feu sur le circuit. Alonso, Bottas, Stroll, on n'en parlera pas trop des Aston Martin. On sait que ça va pas très bien. Prédiction rapide, mon JC, sur qui va remporter la pole demain. J'ai l'impression qu'elle est dure à faire. Toutes les autres Grands Prix, c'était facile. Tu Mm. dois arriver puis dire Mercedes. Mais là, on savait que tu serais là aujourd'hui. On a dit, on va rehausser un peu la compétition. Donc, pas évident de prévoir qui sera en pôle demain. Qui, euh, qui tu penses qui va l'avoir? Il y a, je dirais, la grande majorité de mon opinion serait sur Charles. Charles, C'est OK? vraiment un. En plus, là, il y a un léger avantage de voiture ce week-end. Oui. J'ai l'impression qu'il va être capable d'aller chercher Charles d'habitude, surtout un circuit qu'il a déjà gagné et c'est, selon moi, quelqu'un qui est un spécialiste en qualification. J'ai l'impression qu'il va être capable, juste parce que là, il n'y a pas la pression aussi sur les épaules d'avoir à gagner le Grand Prix ou de performer lorsque la voiture va pas bien. Là, il y a de la Mhm. pression qui s'y met, mais c'est de la pression positive. J'ai l'impression ça va être très, très serré, comme les écarts qu'on voit, ou peut-être encore moins.
À moins que, ça c'est mon autre partie d'opinion, j'ai l'impression que Verstappen peut sortir quelque chose de spécial, ou c'était peut-être juste une instance de super bonne deuxième session de Ouais, je pense pratique. pas. Moi, Je moi, pense que j'y c'est vais une avec Max. constance, là. Moi, j'y vais avec Ah Max oui. pour la pole parce qu'un dixième, Red Bull nous a habitués beaucoup à faire des gros progrès dans la journée de vendredi à samedi. Mais normalement, on part de beaucoup plus loin. Là, on est tellement près. Puis Ferrari nous a habitués normalement à pas faire beaucoup de progrès dans la journée de vendredi à samedi. Donc, normalement, on arrive le samedi, des fois, puis on est moins performant ou on trouve plus notre rythme. Donc, j'ai Mm. l'impression que ce dixième-là me dérange un peu trop. Je me sentirais mal de ne pas voir la pole venir pour Verstappen, pourrait venir un peu surprendre tout le monde. Donc, Verstappen en pole. Jean-Christophe, il me reste pas beaucoup de temps pour te dire au revoir, mais je sais que tu vas revenir. Donc, on va en faire d'autres épisodes ensemble. Ça a été un plaisir de te réentendre. J'espère que tu rentres au Québec bientôt et qu'on va te voir à Trois-Rivières. Merci beaucoup, JC, d'avoir pris ce temps-là. Ton vendredi soir en Italie, je suis sûr qu'il y a plein d'autres affaires bien plus intéressantes à faire que venir jaser avec moi, mais je Non, l'apprécie. Je l'apprécie inquiète-toi beaucoup. pas. OK. Non, non. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 5 juin. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Monaco. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi qu'Amazon Music. Et bien sûr, appuyer sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.